Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez été nombreux à mettre des pouces bleus sur la vidéo précédente qui traitait des défauts que je trouve trop cool de la vie de freelance, je me dis que vous êtes chaud pour que je vous fasse la deuxième partie que je vais commencer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des défauts que je déteste de la vie de freelance. Autant l'autre fois, c'était des trucs sur lesquels j'étais pas vraiment d'accord, c'était pas des défauts, autant là aujourd'hui, c'est vraiment des défauts de merde qui vont nous mettre à peu près tous d'accord, à l'exception peut-être d'un ou deux défauts que j'ai trouvés, pour lesquels je pense recevoir une avalanche de pouces rouges, vu qu'on n'est jamais tous vraiment d'accord. Donc pour pallier à ça, si vous pouviez mettre quelques pouces bleus, d'ores et déjà pour contrebalancer le tout, je vous en serai éternellement reconnaissant et je commencerai la vidéo maintenant avec le plus grand des bonheurs. La comptabilité archi casse-couille d'un freelance quand tu sors du statut micro-entrepreneur. Quand tu es micro-entrepreneur, en effet, c'est très simple, tu enlèves plus ou moins 20 ou 25% de ce que tu gagnes, et après le reste, ça va dans ta poche. Après, tu as un peu de TVA quand tu dépasses les 30 000 € de chiffre d'affaires, mais ça reste quand même assez gérable et c'est assez simple de savoir où est-ce que tu en es dans ton année. Et par contre, quand tu commences à avoir une structure un peu différente du style SASU, du style EURL ou tout ce genre de bordel, il y a beaucoup de statuts différents, mais en gros, tous ces statuts ont de commun que la comptabilité devient pénible parce que tu commences à avoir des salaires, des dividendes, tu as des acomptes de TVA, tu as les impôts sur les sociétés, les impôts sur le revenu, des acomptes de ci, de ça, etc. Au final, tu n'as pas la moindre idée d'où est-ce que tu te trouves dans ta compta. En vrai, moi j'ai l'impression de jamais savoir ce que je vais réellement pouvoir me foutre dans les poches à la fin de l'année. Je sais que ça va être conséquent, je sais que ça va être cool, ça je ne m'en plains pas, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais en soi, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'avec les années, à force de faire des bilans, tu commences à avoir une meilleure intuition et à comprendre comment ça se passe, mais en tout cas, les 3 ou 4 premières années, t'es un peu largué. À moins que je sois une véritable chèvre là-dedans, mais franchement, c'est larguant. Et si j'avais pas une comptable pour m'aider à faire tout ça, d'ailleurs, j'espère que vous prenez tous une comptable quand vous avez ce genre de statut, parce que sinon vous êtes des malades mentaux. La comptable m'aide à comprendre un petit peu tout ça, mais c'est quand même pas évident. Oui. Donc la comptabilité, on est d'accord pour dire que ça devient un point assez complexe et assez chiant de ce genre de statut de freelance. Comme c'est un type un mode de fonctionnement, un mode de vie, un mode de travail qui permet de gagner quand même beaucoup d'argent, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Du coup, c'est à vous de prévoir pas mal de choses. La retraite, vous en aurez quasiment pas. En vrai, on nous conseille de pas trop se baser sur la retraite, quoi. On nous conseille de nous faire un petit capital constitué d'un peu d'immobilier, des actions, de je que sais-je, ou j'en sais rien. Il y a plein de façons de se constituer un capital, mais en tout cas, on nous conseille de le faire nous-mêmes, parce que la retraite, elle sera un peu naze pour nous. Ensuite, il peut vous arriver une merde du jour au lendemain, ne plus pouvoir travailler, etc. Et vous n'aurez pas de chômage, vous n'aurez pas de truc d'arrêt maladie ou machin, vous ne serez pas couvert de la même façon qu'un travailleur, quoi. Donc en fait, le fait d'avoir une SASU, de ne pas avoir de chômage ni de retraite, ça fait que vous êtes sans arrêt dans l'obligation d'avoir une sorte de petit pécule, avoir un petit matelas de pognon comme ça que vous pouvez utiliser pour vous sortir de mauvais draps, mauvais pétins. Si jamais votre mission s'arrête du jour au lendemain et que vous n'en avez pas avant 2 ou 3 mois, vous devez avoir un peu d'argent pour anticiper tout ça, etc. Voilà, il faut avoir un tout petit peu de réserve, quoi. C'est important. Et moi, je ne saurais que trop vous conseiller aussi de vous prendre une assurance si jamais vous vous blessez. Moi, par exemple, je suis chez WeMine, il me semble, et si je me blesse et que je peux plus travailler jusqu'à la fin de ma retraite, par exemple, je crois qu'ils me versent 3000 balles par mois jusqu'à ma retraite. Voilà, ça me permet de... ça me rassure un petit peu, on sait jamais. J'ai souvent de très très fortes douleurs au poignet, je me dis que si du jour au lendemain je peux plus coder parce que mon poignet est dans la merde, WeMine sera là pour me filer un peu de thunes. C'est pas mal. Le point numéro 3 est un petit peu plus sensible, dans le sens où il faut avoir quand même pas mal travaillé en tant que freelance avant de se rendre compte de ce petit point. Mais ceux qui, comme moi, travaillent depuis assez longtemps dans le game, peut-être que vous ressentez la même chose. En fait, en tant que freelance, il n'est pas du tout rare que vous ratiez très souvent la mise en production des sites sur lesquels vous avez travaillé. Vous n'êtes pas là, puisque votre mission s'est arrêtée 2 ou 3 mois avant que le projet final soit fini. La partie pour laquelle on vous a appelé, elle est finie depuis un moment, mais du coup, après, 3-4 mois plus tard, l'équipe vous rappelle pas pour vous dire « Hey, ça y est, le site est en ligne, c'est cool et tout, machin ». Donc en fait, vous participez à des tonnes de projets, vous venez dépanner, vous venez bosser sur plein de choses différentes, mais très rarement vous assistez à ce moment de publication, à la finalité, ou alors au retour des gens qui utilisent effectivement le site que vous avez codé. Ça, en tant que freelance, vous êtes un petit peu coupé de ça, et ça peut être très très chiant. Au bout d'un moment, vous pouvez vous dire, mais merde, ce que je fais n'a aucun sens, le travail que je produis, je sais pas où ça va, je sais pas ce que ça devient, je sais pas ce qu'il en est, et ça peut être perturbant, et il peut y avoir une sorte de crise existentielle, de crise de sens dans les choses que vous faites. Voilà.
Moi, en vrai, je m'en fous un peu. Mais je sais que ça peut arriver. Voilà. On en arrive au point numéro 4. Mais j'ai dû en sauter un ou quoi? La comptabilité, Ah oui, oh là là. Au grand fou que je suis, j'ai oublié un des points les plus importants, mais je suis ma boule, moi. Qu'est-ce qui me prend, t'es? Bon, le point évident que tout le monde va valider direct, c'est le fait que, en tant que freelance, personne ne vous fait confiance niveau thune. Les banques s'en battent les couilles, les agences immobilières s'en battent les couilles, tout le reste du monde s'en bat les couilles. On a l'impression que vous gagnez 3 € par mois, c'est tout. C'est terrifiant. Les banques, pour vous prêter de la thune, bon, à moins d'avoir 3 ou 4 bilans bien foutus avec votre société pour prouver que vous gagnez un peu d'argent, on veut même pas entendre parler de vous, déjà, pour commencer. Quand vous êtes juste auto-entrepreneur, je pense que c'est galère aussi d'avoir un prêt d'une banque, et même si c'est possible dans le fond, il faut quand même faire appel à un courtier, il faut faire plein de démarches, etc. Et votre dossier a moins de poids dans la balance que si vous étiez CDI. En gros, un CDI à 2000 balles par mois a beaucoup plus de valeur pour les banquiers et les gens qui vont prêter de l'argent que vous qui êtes certainement à 6-7000 balles par mois. C'est un truc de malade, c'est un truc de... Bah, c'est chiant quoi, c'est chiant parce que tu dis merde, j'ai largement les moyens d'avoir ce crédit, mais non, les gens s'en branlent. Ça fout les boules de ouf, hein, et ça m'énerve. À cause de ça, moi j'ai l'impression que pour moi, la seule façon de pouvoir m'acheter un bien immobilier, c'est de le payer quasiment cash, quoi. Donc c'est chiant. Surtout que j'ai pas envie de foutre toutes mes liquidités dans mon achat immobilier, tu vois. J'aimerais bien mettre un gros acompte, et après emprunter le reste et le rembourser tranquillos tous les mois, et pas me débarrasser de toutes mes liquidités. C'est quand même cool d'avoir la liquidité, tu peux faire des projets, etc. avec, c'est chiant. C'est très chiant. Et avec le corona, etc., je pense que c'est pas prêt de s'arranger cette histoire. Donc voilà, c'est un point vraiment vénère. En gros, moi, ça fait... Avant, pendant 5 ans, j'étais en micro-entrepreneur, et maintenant, je suis en SASU. Et ça fait 2 ans et demi que je suis en SASU, et donc peut-être que l'an prochain, là, à la 3 ans et demi, on va enfin pouvoir étudier mon dossier et dire, bon, voilà, ça fait 3 ans que tu gagnes quand même masse thune, on peut te faire confiance, on peut tenter de te prêter. Mais jusque-là, je suis coincé. Ça fait 2 ans que je veux acheter un truc, et 2 ans que je suis coincé comme un caca. En plus de tout, moi, j'essaie d'acheter un truc à l'étranger, donc ça facilite pas du tout les choses. J'ai l'impression de m'être tiré toutes les balles que j'avais dans les 2 flingues de mes mains, dans mes doigts de pied charnus, là, comme ça. Pef, pef, pef. Je me suis auto-saboté. Je suis con. En tout cas, si vous connaissez des banquiers un peu sympas qui pourraient me prêter de l'argent pour m'acheter un bien immobilier dans un pays étranger, faites-moi signe, hein, je suis preneur. Bon, là, on arrive au point qui, selon moi, va me valoir beaucoup de pouces rouges. Parce que c'est un point idéologique un peu compliqué. C'est un point qui parle du travail et du fait de pas forcément être capable de refuser du travail. Quand vous êtes freelance, vous avez toujours l'impression que le travail, il peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc en soi, tant qu'on vous donne du travail, vous prenez comme ça, vous prenez tout ce qui vient et vous ne refusez rien. En France, et même je pense que partout dans le monde, refuser du travail, donc refuser de l'argent, vous vous rendez compte, refuser de l'argent, c'est hyper mal vu. Comme on n'a pas de vacances payées, si on veut partir en vacances, ça veut dire que ça va nous coûter le prix du voyage, donc environ 2000 balles si vous partez 2 semaines, et ça va vous coûter aussi, quelque part, l'argent que vous n'avez pas gagné pendant que vous ne travaillez pas. Donc en gros, 2 semaines de taf, ça fait environ 5000 € pour une majorité des freelances. Donc 5000 € que vous n'avez pas gagné, plus 2000 € du voyage, ça fait que vous êtes parti 2 semaines et vous avez un trou de 7000 € sur votre compte en banque. Et ça, ce côté-là, ce côté-là rapporté à l'argent comme ça en permanence, ça fait que vous pouvez rentrer dans une spirale complètement infernale et vous dire mais vas-y, moi je prends jamais de vacances parce que j'ai envie de gagner. Ces 7000 €, je préfère les avoir sur mon compte que pas sur mon compte, quoi. Et ça peut se comprendre pour les gens qui adorent l'argent, pour les gens qui se sont fixés des objectifs, pour les gens qui n'aiment pas les vacances, ou pour les gens qui je sais pas, qui aiment travailler en permanence, ça se comprend. Mais par contre, il y a pas mal de gens qui, comme moi, ne sont pas fans de toutes ces choses réunies. L'argent, j'en gagne suffisamment au quotidien pour être à l'aise et pour être très bien. Bon, j'ai des projets d'achat immobilier, etc., mais j'ai pas envie de me cramer physiquement, mentalement et intellectuellement parce que j'ai peur de plus gagner de l'argent du jour au lendemain, vous comprenez ? Je préfère ménager ma monture et aller le plus loin possible dans la vie sans me brûler, confronté au travail, quoi. C'était un peu confus ce que j'ai raconté, mais je pense que dans le fond vous avez compris l'idée. Et enfin, pour ce 6e point, je vais vous faire comme dans l'autre vidéo, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé ce 6e point, tout simplement parce que moi, les défauts que j'ai cités là, c'est ceux qui me font vraiment chier globalement. Quand j'y pense un peu rapidement comme ça, c'est vraiment ceux-là qui viennent.
Après, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes attentes par rapport à la vie, par rapport au travail, etc. Donc ça se trouve, vous, de votre côté, vous avez d'autres points très chiants de la vie de freelance que vous avez en tête. Donc je vous encourage à les mettre dans les commentaires et les partager avec tout le monde pour que ce monde du freelance soit dépeint du mieux possible à un maximum de gens qui se renseigneraient sur la question. Avec ma vidéo précédente qui parlait en fait des défauts très cool de la vie de freelance, plus celle-ci qui parle des défauts très chiants de la vie de freelance, je pense que les gens qui se renseignent sur la question peuvent avoir un état des lieux assez stylé de ce qu'est la vie de freelance en gros. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous allez vous abonner, mettre des pouces bleus, pas rouges, attention, et des commentaires assez cool, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très bientôt. La prochaine vidéo, celle de dimanche prochain, va être archi stylée, donc ne la manquez surtout pas, pour rien au monde. À ciao.